vous savez, il faut faire comme Jiminy Cricket. Si vous décidez de tuer un être vivant, dites-vous toujours de quel droit. En gros, en Guyane française, vous voyez, c'est grand comme la Bretagne, et il y a 10 fois plus d'espèces de poissons que sur l'ensemble de la France. On parle beaucoup de 4 degrés de réchauffement à l'échéance 2100. On ne dit pas assez que si on est à 4 degrés en 2100, c'est qu'on n'aura pas résolu le problème. Autrement dit, ça veut dire qu'on sera sur une trajectoire qui continue à monter. Il y a des espèces qui ont vraiment besoin qu'on leur foute la paix, mais vraiment complètement. Bonjour Bernard Chevachot-Louis. Bonjour. C'est un honneur de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Donc vous êtes biologiste, on va pouvoir aborder vraiment en profondeur ce thème et voir aussi un petit peu les enjeux qui se trouvent derrière et notre place en fait dans la nature et dans les différents écosystèmes. Alors juste avant un petit mot, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, alors j'aime bien dire que je suis un naturaliste plutôt qu'un biologiste. C'est-à-dire que aussi les phénomènes géologiques et autres m'intéressent et faisaient partie de ma formation. Un ouvrage qui m'a marqué, c'est un ouvrage qui s'appelait « Cette mer qui nous entoure », que j'ai eu à l'âge de 10 ans. Et l'auteur s'appelait Rachel Carlson, qui est beaucoup plus connue pour avoir écrit un ouvrage qui s'appelle « Le printemps silencieux ». Mais à l'époque, elle était océanographe. C'était l'époque aussi où il y avait Cousteau et autres, et c'est vrai que ça m'a donné un intérêt pour les êtres vivants de l'océan, de l'eau, etc. Donc j'ai fait effectivement des études de biologie et je me suis spécialisé plutôt en génétique. Et puis j'ai pu faire une carrière de chercheur en combinant à la fois cette compétence en génétique et je l'ai appliquée à des êtres vivants marins ou aquatiques, des poissons, des crevettes, des huîtres. Voilà, donc ça c'est mon parcours de chercheur. Et puis, depuis 10 ans, je préside une ONG qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Et son nom l'indique, il faut expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est que la biodiversité, pourquoi c'est important, comment et pourquoi il faut s'en occuper. Et donc, je fais comme ça des conférences, des interventions, des rencontres de 7 à 77 ans et même au-delà pour parler de ce qui me passionne, c'est-à-dire cette diversité des êtres vivants. D'ailleurs, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on entend par biodiversité? C'est quoi la définition qu'on peut mettre sur ça? J'aime bien prendre comme définition, c'est la même chose qu'une société humaine élargie à tous les êtres vivants. Autrement dit, quand on dit à quelqu'un « Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une société humaine ?» il va vous répondre « Ben oui, c'est un ensemble de gens qui sont plus ou moins apparentés, qui sont liés entre eux, qui ont des relations diverses et variées, qui se déplacent, qui se reproduisent. Et la biodiversité, c'est la même chose, à part qu'on va mettre dans cet ensemble tous les êtres vivants, et pas uniquement notre espèce, qui n'est qu'une des espèces de la biodiversité. Donc c'est ça que j'aime bien comme définition, c'est la diversité du vivant. En parlant du vivant, donc il y a énormément de formes de vie qui font partie du coup des écosystèmes dans lesquels nous on interagit. Est-ce que, plus largement, il y a une définition précise du vivant? Alors, j'aime bien dire qu'il y a un débat, par exemple, sur les virus, et on en a beaucoup parlé au moment de la Covid, parce qu'effectivement, on dit souvent qu'il y a deux choses qui font le vivant. Il y a la capacité de se reproduire, et ça c'est vrai pour les virus, et là il y a la capacité d'être autonome, ce que les scientifiques désignent par le terme métabolisme, c'est-à-dire la possibilité de puiser de l'énergie pour se construire. Or les virus, effectivement, ils n'ont que la moitié de ces deux propriétés. Ils peuvent se reproduire, parfois en parasitant d'autres êtres vivants, mais ils ne peuvent pas effectivement avoir des réactions chimiques autonomes. Mais il se trouve que c'est des biologistes qui les étudient. Alors, il y a un paradoxe. Oui. Mais effectivement, cette question des frontières du vivant, avec ces êtres dont on ne sait toujours pas, parce que quand on vous dit un virus, pour se reproduire, il faut qu'il parasite un être vivant. On m'a dit, mais alors comment ça a commencé l'histoire? Parce qu'ils ne pouvaient pas être là avant, puisqu'ils ont besoin d'un être vivant. Donc la question qui est aujourd'hui toujours d'actualité, c'est est-ce qu'ils naissent à tout moment, peut-être encore aujourd'hui, au moment où on parle, des virus apparaissent, ou est-ce qu'ils étaient là depuis longtemps et puis qu'ils ont trouvé plus commode de parasiter les nouveaux êtres vivants qui apparaissaient?
Est-ce qu'ils sont très anciens ou très modernes? On ne sait pas trop. Là, pour l'instant, c'est l'interrogation. Voilà. Et puis, vous savez, on va en parler sans doute, le nombre de choses qu'on ne comprend pas est peut-être très supérieur au nombre de choses qu'on comprend dans le domaine de la biologie et de la biodiversité. D'accord, même aujourd'hui en 2025, avec quand même un certain recul qu'on a sur ces domaines de recherche. Oui, alors le fait de ne pas comprendre, ce n'est pas de l'ignorance. Hein. On observe des choses, on les décrit, mais quand on essaye de creuser un petit peu, par exemple, quand on vous dit on va sortir de la biologie, mais on vous dit il y a la Terre qui tourne autour du Soleil, et il y a d'autres planètes qui tournent autour du Soleil, la planète Mars, Vénus, etc., et qu'on vous dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça vous paraît étonnant, on dit, ben non, ça va durer pour tout le temps. Ben non, on ne peut pas démontrer que dans des millions et des milliards d'années, ça continuera comme ça. Bon. Donc il y a des choses comme ça qu'on décrit, mais qu'on n'est pas sûr de comprendre et de pouvoir démontrer. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de biodiversité et pas forcément bien parce que ce qu'on pointe surtout du doigt, c'est le fait qu'elle a tendance à s'effondrer en ce moment. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça se manifeste, ça se mesure concrètement? Oui, alors ça se mesure, mais il faut bien dire que le mot est un peu piégeux parce qu'il y a deux aspects dans la biodiversité. Il y a le mot diversité, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'espèces différentes, etc. Mais on ne dit pas assez qu'il y a aussi l'abondance. Autrement dit, dans un milieu donné, si vous avez 3 espèces et seulement 2 individus par espèce, vous voyez bien que ça ne va pas fonctionner de la même manière que si vous avez 3 espèces et 10 000 individus par espèce. Donc ce qu'on décrit aujourd'hui, c'est plutôt des pertes d'abondance. Quand on dit on a perdu 30% des oiseaux communs, par exemple dans les milieux agricoles, c'est plutôt des pertes d'abondance. Par contre, ce qui est bien documenté depuis en gros le XVIe siècle, c'est des espèces que les humains ont vues, ont décrit, ont dessiné, donc on sait qu'ils les ont vues, et qui ont disparu. Et on peut effectivement avoir ce registre de 400 ou 500 ou 600 espèces que les humains ont vues et qui ont disparu, et on peut comparer cette disparition au nombre d'espèces qu'on aurait dû voir disparaître si c'était le rythme normal d'évolution. Parce que, en fait, statistiquement parlant, une espèce, ça vit, entre guillemets, entre 1 et 10 millions d'années, comme durée de vie. Ça veut dire que, comme la vie a commencé il y a 3 milliards d'années, 99% des espèces qui ont vécu sur notre planète ont disparu. Donc on peut faire un petit calcul, on arrive à l'idée qu'au lieu d'en avoir vu 400 ou 500 disparaître, on aurait dû en voir une dizaine. D'où effectivement ce que disent les scientifiques, c'est que ça va 100 à 1000 fois plus vite que le rythme naturel de renouvellement des espèces. Donc, on a effectivement à la fois des données précises d'abondance aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe de manière générale, et puis on a cette disparition d'espèces. Je prends un exemple qui est assez débattu, qui sont ces espèces d'autruches géantes de Nouvelle-Zélande, qui étaient à peu près 4 fois plus grandes que les autruches actuelles. Et il y a un témoignage d'une personne, apparemment digne de foi, qui dit « Moi j'ai vu, quand j'étais petite, la dernière de ces autruches géantes ». Donc le consensus, ensuite on va discuter de quelle en est la cause, mais le consensus sur le fait qu'on perd de la biodiversité et qu'on en perd à une vitesse préoccupante, je dirais qu'il n'y a pas photo, comme on dit vulgairement. D'accord. Et est-ce que ça, c'est quelque chose de grave? Est-ce que le fait de perdre, du coup, de cette biodiversité, ça a un impact concret sur la nature et donc aussi sur nous-mêmes? Ou est-ce que c'est en fait quelque chose qui est amené à se renouveler naturellement? Alors, déjà, la question, est-ce que c'est grave? C'est-à-dire, quand on dit, vous savez, il y a au moins 10 millions d'espèces et on n'en a décrit que 2 millions à peu près, les gens souvent disent, mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces espèces? Bon. Et moi, je réponds un peu avec le jeu du Mikado. Vous savez, c'est ce jeu dans lequel il y a des morceaux de bois entremêlés et dans lequel on vous pose la question, est-ce que je peux retirer un morceau de bois sans faire bouger les autres? Et au début de la partie du Mikado, vous y arrivez.
Puis au fur et à mesure que vous avez fait le plus facile, eh bien, à un moment donné, vous croyez pouvoir en retirer une de plus et boum, ça s'effondre. Bon. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que toutes les espèces sont absolument indispensables, mais il faut avoir en tête cette image du Mikado, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on va croire qu'on peut retirer une espèce et qu'il n'y aura pas de problème, et on va voir que, en fait, ça ne dure pas. Et puis l'autre élément peut-être plus philosophique, hein, c'est que pour notre espèce, pour l'espèce humaine, si vous vous posez cette question, hein, si vous demandez à votre voisin, monsieur, moi je veux bien que vous existiez, mais à condition que vous me démontriez que vous servez à quelque chose. Bon, vous n'osez pas faire ça à votre voisin, sauf si vous le détestez. Bon. Ouais. Donc pourquoi nous, on aurait le droit d'exister comme ça, simplement parce qu'on aurait d'exister, et pourquoi on refuserait aux autres espèces qui vivent sur notre planète avec nous le droit d'exister en tant que tel. Et donc, moi j'aime bien dire aux gens, vous savez, il faut faire comme Jiminy Cricket. Si vous décidez de tuer un être vivant, dites-vous toujours de quel droit. De quel droit, hein, le petit bruit dans la tête. Des fois, ça peut arriver, quand vous avez une épidémie, par exemple, avec les moustiques tigres dans des endroits où ça va transmettre des maladies, le fait d'éradiquer ces moustiques, pourquoi pas? Mais il faut toujours se poser la question, si je décide que tel individu ou telle espèce, je ne veux plus la voir, eh bien, il faut se poser la question, mais qui suis-je? Qui sommes-nous en tant qu'espèce récemment arrivés, hein, puisque ça a commencé, comme on l'a dit, il y a 3 milliards d'années. Nous, on est arrivé il y a 300 000 ans, Homo sapiens. Hein, donc, on est arrivé à minuit moins le quart sur la planète après 365 jours. Hein, bon. Et donc, on débarque comme ça, puis on dit, ah ben non, les autres, dégagés. Ben, de quel droit? Vous avez dit que vous avez aussi beaucoup travaillé sur les océans, enfin sur la vie en milieu océanique. Sur quel domaine précis est-ce que vous avez pu étudier? Ben, disons que au début de ma carrière, c'était le début de l'aquaculture. C'est-à-dire qu'on disait, il faut, on voyait déjà que les ressources de la pêche plafonnaient et même on arrivait même à des surexploitations de certains stocks. Et c'était l'idée de dire, il faut faire de l'élevage de ces espèces aquatiques, comme il y a 10 ou 20 000 ans, on a domestiqué les vaches, les cochons, les poulets, etc., pour faire de l'élevage. Et donc c'était l'idée de lancer des élevages avec des truites, des saumons, des carpes, etc. Alors il y a des pays où c'était une tradition très ancienne, par exemple la Chine avait une tradition très ancienne d'élevage de différentes espèces de carpes, hein, et donc il y a des pays qui déjà le faisaient. En France, on avait le cas des productions d'huîtres qui remontent à peu près au milieu du 19e siècle, donc avec toute une profession qui savait élever les huîtres. Mais par contre, il y avait des tas d'espèces qu'on ne savait pas élever, parce qu'elles étaient dans la nature et donc on les pêchait. Ouais. Et donc j'ai participé à cette aventure de voir s'il n'y avait pas des espèces qu'on pouvait justement domestiquer et mettre en élevage, ce qui pose la question de qu'est-ce que ça mange, comment les nourrir, est-ce qu'elles ont des maladies, comment les soigner, comment faire pour qu'elles se reproduisent, donc étudier la biologie de ces espèces et voir comment on pouvait faire. Et donc ça pouvait être des espèces européennes, et puis j'ai travaillé aussi sur la Guyane, dans lequel, en gros, en Guyane française, vous voyez, c'est grand comme la Bretagne, hein, à peu près en surface, et il y a 10 fois plus d'espèces de poissons que sur l'ensemble de la France. Parce que c'est un milieu équatorial, enfin, ou tropical, et donc il y a une diversité extraordinaire. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans des espèces qu'on pourrait élever ? Et donc, on faisait des essais de voir quel milieu ils avaient, de quoi ils avaient besoin, etc. Donc, c'était la grande aventure de la domestication des espèces, crevettes aussi, enfin des espèces de ce genre. D'accord. Et donc, le fait de pouvoir avoir du coup ces espèces d'élevage, ça permet d'éviter de tomber dans la surexploitation de milieux naturels, si je comprends bien? Oui, mais à condition qu'on puisse les nourrir autrement qu'en allant pêcher des poissons. Ça a été le débat, c'est-à-dire au début, on se disait, par exemple, un saumon dans la mer, qu'est-ce que ça mange ? Ça mange des poissons ou d'autres ressources. Bon. Et donc, s'il fallait continuer comme ça et donc pêcher des poissons pour nourrir des poissons, c'était pas très intéressant.
Donc il fallait trouver effectivement comment, alors non pas éliminer complètement des ressources de type poisson ou farine de poisson, mais voir aussi si avec des aliments où il y a des végétaux, on ne pouvait pas aussi rendre ces animaux non pas herbivores, mais un peu moins carnivores, ce qui n'est pas toujours facile, quoi. Par rapport à ces milieux aquatiques, donc j'ai entendu dire que ce seraient les océans qui seraient les réels poumons de la Terre. C'est-à-dire que c'est les organismes en fait, qui vivent dans les océans qui auraient un impact majeur sur la production d'oxygène. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vrai? Alors, il y a déjà un paradoxe, c'est que on dit aussi, on parle toujours du poumon aussi pour l'Amazonie, hein, mais un poumon, ça crache pas de l'oxygène, ça crache du gaz carbonique. Oui. Bon, donc je sais pas pourquoi on utilise ce mot le poumon, parce qu'en fait, non, un poumon, c'est l'inverse de ce qu'on voudrait. Bon. Alors, dans le cas de la forêt et de la forêt amazonienne, c'est hélas pas vrai. C'est-à-dire qu'une forêt ancienne, donc qui est là depuis longtemps en équilibre, à certains moments, elle va effectivement capter du gaz carbonique et produire de l'oxygène, mais à d'autres moments, au contraire, elle va consommer de l'oxygène et rejeter du gaz carbonique, parce qu'en particulier au sol, il y a beaucoup de matière organique qui se décompose et qui consomme de l'oxygène. Donc grosso modo, une forêt ancienne comme les forêts intertropicales, eh bien, c'est neutre du point de vue respiration. Dans le cas de l'océan, le problème, c'est qu'effectivement, pour que le bilan soit positif, c'est-à-dire pour que ça produise plus d'oxygène que ça pompe de gaz carbonique, il faut trouver une mécanique qui fait que le gaz carbonique ne ressorte pas. Et ça, eh ben, c'est des petits êtres vivants qui vivent dans la couche superficielle, là où il y a de la lumière, qui captent la lumière du soleil et qui souvent font une petite coquille, alors c'est minuscule, ça se voit au microscope, hein, une toute petite coquille calcaire, et quand ces êtres vivants meurent, cette petite calcaire descend au fond de l'océan. Alors ça descend, ça fait à peu près 1 mm par siècle. Bon. Okay. Mais 1 mm par siècle, ça a fait les falaises d'Étretat. Les falaises d'Étretat, si vous les regardez au microscope, c'est ces tout petits organismes qui, année après année, siècle après siècle, se sont accumulés au fond des océans. Okay. Le problème, c'est que quand ça se réchauffe, l'océan devient un petit peu plus acide et ces petites bêtes n'arrivent plus à faire une coquille qui va couler. Autrement dit, ils ont du mal à faire leur coquille. Et donc, ça veut dire que la coquille risque de rester en surface et de se redissoudre. Et donc, la capacité de l'océan à nous produire de l'oxygène pourrait très bien se ralentir parce que, justement, sa capacité à fixer le gaz carbonique se ralentit elle-même. Vous allez poser la question, si tous les êtres vivants font la grève de l'oxygène et que les arbres dans les villes ne veulent plus produire d'oxygène, etc., qu'est-ce qui va se passer? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas mourir asphyxié. Parce qu'il faudra des centaines d'années avant d'épuiser l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va mourir de faim et beaucoup plus rapidement. Parce qu'effectivement, s'ils font la grève de l'oxygène, ils ne produiront plus de nourriture. Ouais. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ne mourra pas asphyxié. La mauvaise, c'est qu'on mourra de faim. Ouais, c'est pas forcément la meilleure option. Bon, donc il faut là aussi donner un peu des échelles de temps. Mais aujourd'hui, effectivement, mettre dans la tête des gens ces échelles de temps longs, et puis dire par exemple, vous savez, dans à peu près 3000 ans, il y aura 120 mètres d'eau sur Paris, ça fait un peu réfléchir. Alors vous pouvez dire, d'ici 3000 ans, le nombre de conneries qu'on pourra faire, bon, on a le temps. Mais il faut remettre les gens quand même, et c'est ça l'intérêt de la biodiversité, c'est de leur faire percevoir quand même qu'ils ne sont que des petites créatures éphémères, qui à l'échelle de la vie durent quelques secondes, et que se mettre, puisqu'on est censé être des êtres intelligents, se mettre un peu dans cette perspective de que faisons-nous pour transmettre à ceux qui vont nous suivre des conditions de vie un peu au moins aussi bonnes que celles qu'on a connues et si possible un peu meilleures dans beaucoup d'endroits de la planète. C'est ça aussi qu'on essaye de dire quand on parle de biodiversité. Pour revenir du coup sur ces organismes qui sont dans l'océan, qui
capte le CO2 pour en faire une coquille. Du coup, forcément, ça fait un effet d'auto-amplification parce que si le CO2 provoque de l'effet de serre et donc contribue au réchauffement, et que la chaleur des océans contribue à l'acidification des océans et donc empêche ces organismes de pouvoir capter davantage de CO2, ça veut dire que l'effet produit par le CO2 va s'auto-amplifier de lui-même dans le temps. Oui, ah ben oui, vous avez tout à fait, vous avez compris le problème, c'est que aujourd'hui, on estime que tout ce gaz carbonique qui est capté par une partie des forêts, l'océan et autres, nous économise à peu près entre un tiers et la moitié de l'effet de serre. C'est-à-dire qu'il pompe à peu près un tiers de tout ce qu'on émet comme gaz carbonique. Donc, ils nous font gagner du temps. Ils ralentissent justement parce que tout le gaz carbonique qu'on émet, ils en reprennent une partie. Mais s'ils commencent à faire la grève, comme je vous le disais, là, tout le CO2 qu'on va émettre, lui, il sera plus capté. Même si on dit on va le pomper, on va le mettre dans des gisements de pétrole et autres, mais aujourd'hui c'est quand même pas à l'échelle du problème. Et donc c'est ça l'enjeu. Et par exemple, vous savez qu'on parle beaucoup de 4 degrés de réchauffement à l'échéance 2100. On ne dit pas assez que si on est à 4 degrés en 2100, c'est qu'on n'aura pas résolu le problème. Autrement dit, ça veut dire qu'on sera sur une trajectoire qui continue à monter. Et en fonction de ça, on peut calculer que si on était idiot, ce qui peut arriver, et qu'on décidait de dire les énergies renouvelables, tout ça, on s'en fout, on va continuer à brûler tout notre gaz, tout notre pétrole et tout notre charbon. On va puiser toutes les réserves d'énergie fossile. Et on sait que, par exemple, pour le charbon, on peut en brûler encore pendant 200 ou 300 ans. Donc il y a trop de charbon. Enfin, il y a trop. Il y en a largement assez. C'est pas du 4 degrés, c'est du 11 degrés. Et 11 degrés, c'est impossible de savoir ce qui peut se passer, quoi. C'est l'horreur absolue, quoi. Et donc, le défi qu'on a, c'est comment on va faire pour être suffisamment intelligent pour se passer de quelque chose qui restera abondant et pas cher. Donc en permanence, et regardez ce qui se passe aux États-Unis, en permanence la tentation de dire les voitures électriques, l'énergie renouvelable, tout ça c'est des miquets, on s'en fout, on prend les énergies les moins chères, et vous avez peut-être entendu parler qu'on a découvert, on pense avoir découvert sous la Méditerranée, au large des côtes françaises, un énorme gisement de gaz. Et donc si on reste là-dedans en disant on continue à prendre l'énergie la moins chère, et elle restera pas chère. Il faut bien voir que si vous prenez sur les 20 dernières années, le prix de l'électricité a augmenté plus vite que le prix du pétrole. Et donc ça, c'est quand même un défi monstrueux. D'accord. Alors vous me direz que on a réussi à se passer de ressources qui restaient abondantes et pas chères quand on a abandonné les silex taillés, puisque du silex, il en reste énormément. Et il n'empêche qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, mais c'était pas parce qu'il y avait des effets négatifs du silex, c'était parce qu'on avait inventé la sidérurgie et qu'on a dit que c'était plus pratique de passer à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Donc des fois on sait se passer de quelque chose qui reste abondant, mais si on a mieux. Si on a mieux. Du coup, pour aller dans cette thématique, est-ce qu'on a des solutions concrètes aujourd'hui pour pouvoir éviter d'avoir un impact trop négatif sur notre environnement, ou est-ce que pour l'instant ça reste assez hypothétique? Alors, il faut vraiment faire du cas par cas, c'est-à-dire se dire, on connaît quels sont les facteurs responsables de l'érosion de la biodiversité, mais d'une espèce à l'autre, ça va être des facteurs différents. Il y a des espèces dans lesquelles il suffit qu'on leur foute la paix, c'est-à-dire qu'on arrête de les exploiter pour que ça redémarre, plus ou moins rapidement suivant la biologie de l'espèce. Je vous prends 2 exemples. Le castor, qui était une espèce extrêmement abondante dans l'ensemble de l'Europe au Moyen-Âge, à la fin du XIXe siècle, il en restait qu'une petite poignée dans le delta du Rhône. Sur l'ensemble de la France, il n'y en avait plus. Or, quand vous regardez la France, il y a des tas d'endroits qui s'appellent Bièvre, etc. Bièvre, ça veut dire castor, c'est l'étymologie beaver en anglais. Donc c'était des endroits, il y en avait partout des castors.
1909, on interdit tout simplement de chasser le castor. C'était une bête qui avait des tas de défauts, ça pouvait se manger pendant le carême parce que c'était considéré comme un poisson par l'Église, ça avait une fourrure qui était très chaude, voire le bonnet de la vie croquette, c'était pas un castor, mais enfin c'était un peu ce genre-là, et puis surtout, ça avait des sécrétions qu'on considérait comme aphrodisiaques. Donc on tirait le castor, vraiment, c'était une nourriture, voilà. 1909, on dit interdiction de tirer le castor. Notre bon vieux castor, il est remonté sur l'ensemble de la vallée du Rhône, par la Saône. Ensuite, il y a eu des transpositions, mais vous savez que maintenant, il y en a un peu partout en France et ça redémarre. L'autre exemple, c'est les baleines. Les baleines, on est passé très très près de l'extinction, et à part maintenant les Japonais et un peu les Islandais, on a quand même réussi à limiter énormément, et bien ça repart aussi. Donc il y a des espèces dans lesquelles eh bien, on sait qu'il suffit d'arrêter de surexploiter, et puis c'est bon. Ensuite, il y a les espèces qui sont soumises à des pollutions, hein, dans lesquelles ça peut être, par exemple, pour les rapaces, eh bien, on sait qu'ils sont très sensibles aux pesticides. Alors pourquoi ? Ben parce que un rapace, ça mange d'autres animaux, qui eux-mêmes mangent des végétaux, et donc vous voyez que si on traite des végétaux avec des produits chimiques, ça va concentrer. Donc ceux qu'on appelle, qui sont en bout de chaîne, ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, eh bien ils vont concentrer et donc ils auront des concentrations particulièrement importantes. Et donc on s'est rendu compte que ça rejoint notre problème de calcaire, ça bloquait la fixation du carbone dans la coquille des œufs. Donc ça faisait des œufs mous. Et aujourd'hui, on entend parler beaucoup des perturbateurs endocriniens, des polluants perpétuels, etc., des PFAS, etc. Bon, en fait, on s'en est rendu compte, justement parce que des espèces qui vivaient dans la nature nous ont dit « Oh, il y a un petit problème, il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qui est en train de nous arriver ». De même qu'on a vu des poissons qui devenaient à la fois mâles et femelles, parce que c'était aussi des perturbateurs de leur production. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des espèces, très vraisemblablement, qui sont éliminées surtout à cause des pesticides, notamment. Ça peut être des pollutions un peu bêtes. Je prends un exemple de la Bretagne. Vous savez que la Bretagne est un très joli pays et qu'il y a encore des saumons qui remontaient les rivières. Et le saumon, il remonte les rivières, non pas pour le plaisir de remonter les rivières, mais c'est parce qu'il a besoin d'une eau assez fraîche et surtout d'un endroit où il y a des gros granulés de cailloux sur le fond de l'eau, parce que comme ça, il pond ses œufs, les œufs se mettent entre les cailloux, et comme c'est des gros cailloux, l'eau passe à travers les cailloux et amène de l'oxygène aux œufs, ils peuvent se développer. Si sur le bassin versant, vous développez la culture du maïs, qui pleut pendant l'hiver, et que ça vous met de la terre qui dégringole dans la rivière, eh bien ça va boucher le lit du caillou. Donc l'eau, elle reste bien claire, elle n'est pas polluée, mais les œufs qui se retrouvent recouverts d'argile, ils meurent. Ils étouffent. Donc ça, on ne voit pas des cadavres de saumon en surface, on ne voit pas des mortalités massives, mais des petits signaux de ce genre, auxquels on n'est pas sensible, eh bien, peuvent suffire à perturber une espèce et voire à la voir disparaître. Je vous prends un autre exemple, qui est un peu idiot. Vous savez que beaucoup d'insectes, pour que les mâles, pour attirer les femelles, émettent des substances qui sont perçues. Alors les oreilles des insectes, c'est les antennes. Bon, et donc ces molécules sont perçues par les femelles et les femelles vont aller vers le mâle. Bon. Mais dans les villes, au ras du sol, il y a beaucoup d'ozone. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les bébés dans des poussettes trop basses d'ailleurs. Bon. Or l'ozone, c'est un oxydant, c'est quelque chose qui va détruire les molécules organiques et qui va notamment détruire ces signaux olfactifs. C'est comme si on vous coupait votre fibre optique sur Internet. Donc la femelle, elle cherche. Et elle trouve. Bon. Et donc il faut vraiment se dire que tous ces êtres vivants, pour vivre, ils sont comme nous, ils ont besoin de communiquer entre eux, d'échanger des signaux sonores. Par exemple, vous savez que les oiseaux des villes, ils chantent un peu plus haut que les oiseaux de la campagne pour se faire entendre un peu mieux, comme il y a beaucoup de bruit de basse fréquence. Donc ils s'adaptent un peu, mais ils ont besoin d'émettre des signaux sonores, des signaux éventuellement magnétiques, des signaux chimiques, pour communiquer entre eux et se reconnaître. Et donc, il faut vraiment faire attention au fait que nous, on est des grosses bêtes et on peut très bien perturber toute cet Internet du vivant, ne serait-ce que parce que ces substances, on ne les sent pas,
qu'il y a des tas de sons qu'on n'entend pas. Hein. Par exemple, une vache, elle entend jusqu'à une fréquence qui est à peu près 2 fois plus haute que celle que nous, on entend. Enfin, moi, à mon âge, c'est même 4 fois plus haut. Vous savez, quand on vieillit, on n'entend pas de moins en moins les aigus. Bon. Donc la vache, elle va entendre des choses qu'on n'entend pas, qui peuvent l'alerter, hein, et éventuellement la perturber. De même, vous savez que les baleines, au contraire, entendent des très très basses fréquences. Donc, toute cette signalétique, tout ce réseau de messages que les êtres vivants échangent entre eux, ils en ont besoin. Et il faut se dire effectivement qu'il ne faut pas jouer l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'en fait, peu importe ce qu'on essaye de faire, on a forcément un impact sur le vivant, que ce soit sur des choses qui paraissent évidentes et dont on peut avoir un impact, sur lesquelles on peut avoir un impact, mais des fois des choses qui sont beaucoup plus subtiles, dont on ne se rend pas forcément compte. Comment est-ce qu'on peut, du coup, maîtriser l'impact qu'on a ? Ben, si vous voulez, il y a des espèces qui ont vraiment besoin qu'on leur foute la paix, mais vraiment complètement. Je prends l'exemple du grand tétras. Hein. Le grand tétras, c'est cette espèce d'énorme coque là, qui hiberne sous la neige, dans les massifs où il y a de la neige, et il reste à une température un peu plus basse sous la neige pendant tout l'hiver. Il suffit que quelqu'un fasse du randonnée hors piste et dérange un tétras en train d'hiberner. Le tétras va se mettre à voler, donc il faut d'abord qu'il se réchauffe. Et on dit qu'il suffit qu'il soit dérangé 2 fois dans l'hiver pour qu'il n'arrive pas à survivre. C'est la même chose pour les chauves-souris. Vous savez que les chauves-souris, elles hibernent dans des cavernes. Si vous rentrez par inadvertance dans une caverne où il y a des chauves-souris, ça va être une panique monstrueuse. Et le temps, effectivement, qu'elles se remettent en place, elles auront usé une partie de leur réserve. Ces petites bêtes, ça n'a pas beaucoup de réserve quand même. Bon. Donc il y a vraiment des espèces sur lesquelles il faut trouver des zones complètement protégées, où on dit aux humains, ben, écoutez, désolé, mais là, faut y aller sur la pointe des pieds et peu nombreux, et donc c'est ce qu'on appelle une réserve intégrale. Puis il y a d'autres espèces qui n'en demandent pas tant. Donc c'est ce que je vous disais au début, il faut faire du cousu humain, c'est-à-dire connaître quelles sont les exigences, j'aime bien dire les habitudes, parce que souvent on dit les espèces ont des exigences, non, mais elles ont des besoins un minimum, quoi. Et puis voir effectivement quelles sont celles sur lesquelles il suffit d'arrêter de les exploiter, et d'autres qui ont besoin peut-être d'une protection plus importante. D'autant plus que on fait partie du coup de cet écosystème. Certes, on a un énorme impact sur la vie en fait qui nous entoure, mais la vie qui nous entoure a aussi un impact sur notre vie à nous. Alors tout à l'heure on a dit que il fallait pas forcément classifier les espèces en fonction de l'intérêt qu'elles ont. Surtout que très souvent, quand on juge de l'intérêt d'une espèce, on la juge par rapport à nous. Mais il y a énormément d'espèces qui nous rendent un service plus que précieux et qui nous permettent de vivre, en fait. Est-ce qu'on a des exemples, du coup, de ces espèces dont on dépend ? Je vous ai donné l'exemple, effectivement, de ces espèces qui nous alertent, ce qu'on appelle, on dit la biodiversité, c'est l'assurance vie des humains. Autrement dit, c'est des espèces qu'on peut considérer comme des donneuses d'alerte, d'une certaine manière. Et il y a le cas des espèces qui fonctionnent, par exemple en produisant de l'oxygène, mais il y en a d'autres qui, par exemple, vont retirer les excédents de pesticides ou les excédents de nitrates dans l'eau, et ça nous économise des stations d'épuration. Il y a un exemple qu'on cite toujours, qui est la ville de New York, qui devait choisir, pour alimenter la ville de New York en eau potable, entre construire des stations de traitement de l'eau ou réaménager tout le bassin versant pour avoir une agriculture très, très peu polluante. Et donc, ils ont calculé que les stations d'épuration, ça coûtait 10 milliards, réaménager le bassin versant, ça coûtait que 2 milliards, donc ils faisaient 8 milliards d'économies en utilisant les capacités de la biodiversité à épurer naturellement l'eau. Et puis, il y a des cas où c'est en imitant le vivant et des savoir-faire du vivant qu'on va trouver des solutions à des problèmes. Alors, je prends un exemple que vous avez peut-être vécu, qui est au moment du Covid, pour savoir si vous aviez ou non la maladie, on vous faisait un petit truc désagréable en allant vous gratouiller dans le nez, et on vous disait, on va vous faire une PCR. Hein, peut-être vous vous rappelez de ce... Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, il y a plus de 50 ans, il y avait un biologiste américain, à l'époque où les scientifiques américains pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qui s'est dit, tiens, dans les geysers de Yellowstone, dans le parc naturel de Yellowstone, où l'eau est à 70 degrés, est-ce qu'il y a de la vie dans cette eau ?
Et il a regardé, il a vu qu'il y avait des trucs qui ressemblaient à des bactéries. Et puis il a dit, ben oui, mais est-ce qu'elles sont vraiment vivantes? Et il a montré qu'elles se reproduisaient à 70 degrés. Reproduisaient à 70 degrés, ça veut dire qu'elles étaient capables de multiplier leur matériel génétique, leur ADN, à 70 degrés. Donc il a regardé comment ça marchait, et puis il a dit, bah tiens, si je prends un tout petit bout d'ADN qu'il y a dans le nez, puisque quand on a été vous gratouiller le fond du nez, il y avait peut-être 5-6 virus, donc bon, et donc si on peut extraire tout ça, ce petit bout d'ADN, et puis multiplier très vite avec ce que ça fait ces bactéries, on a suffisamment d'ADN pour dire effectivement c'est bien l'ADN du Covid ou c'est pas l'ADN du Covid. Donc, ce résultat tout à fait fondamental d'il y a plus de 50 ans, ben heureusement qu'on l'avait pour être capable effectivement de diagnostiquer très rapidement les gens qui avaient le Covid ou pas. Donc il y a, si vous voulez, toute une série de savoir-faire des êtres vivants qu'on est content de trouver, souvent longtemps après. Je vous prends un exemple que j'aime bien, vous connaissez la carotte. Hein. Bon, la carotte, on pensait tout savoir sur la carotte quand même. Bon, ben, il y a un chimiste, il y a pas mal de temps, qui a extrait de la carotte une drôle de molécule qu'il a fait cristalliser. Alors je vous passe le nom, c'est un nom à coucher dehors. Mais il l'a fait cristalliser et il a constaté qu'elle changeait de couleur avec la température. Il a dit, tiens, ça c'est intéressant. Et ben, c'est comme ça qu'on a fait les premiers écrans à cristaux liquides. C'était la découverte des cristaux liquides, c'est-à-dire de ces cristaux, vous voyez, dont l'affichage change en mettant une petite résistance derrière. Et donc, c'était une carotte qui savait aussi faire des cristaux liquides. Et donc, on a découvert ça longtemps après. Je pourrais vous donner des tas d'autres exemples dans lesquels... Alors, pour résumer, ça veut dire que le vivant, c'est comme une immense bibliothèque de bouquins, hein, de choses que les vivants savent faire, et dont on a lu une toute petite partie. Et donc ça veut dire que quand on pose la question est-ce qu'il faut garder toutes ces espèces, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ben, la réponse c'est tant qu'on n'a pas lu les bouquins, il faut peut-être mieux les garder. Oui. D'ailleurs, du coup, pour revenir sur des espèces des fois un petit peu insolites, est-ce qu'il y a des exemples dans le vivant de choses qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être surpris, dont vous ne vous doutiez pas? Ben, disons que parfois on se dit comment une espèce pareille a pu arriver jusqu'à nous. Je prends un exemple qui est ce qu'on appelle vulgairement le cousin, c'est-à-dire ce moustique à grandes pattes, qui est maladroit comme c'est pas possible, qui se prend dans le moindre grain de poussière ou fil d'araignée, etc. Donc le nom savant c'est une tipule, donc c'est pas méchant du tout, ça pique pas, c'est bon. Mais je me dis mais comment cet engin-là a pu nous parvenir. Autrement dit, depuis 3 milliards d'années, les êtres vivants se réinventent sans cesse, hein, puisqu'on n'a jamais vu une espèce disparue qui réapparaissait, c'est d'autres espèces qui apparaissent, mais il n'y en a aucune qui a trouvé la solution définitive. Autrement dit, ils ont tous trouvé les moyens d'exister, plus ou moins longtemps, et puis sans cesse, ils créent de la nouveauté, et c'est ça qui est fabuleux, et qui devrait peut-être nous inspirer un peu, c'est que plutôt que de dire on va trouver la solution définitive à tous nos problèmes, eh bien le fait de dire que tous les êtres vivants, et donc tous les humains, ont peut-être des solutions à apporter aux problèmes de demain, c'est peut-être ce que ça nous enseigne, hein, c'est-à-dire une certaine modestie, en disant il ne faut pas rêver à soi tout seul à avoir la solution géniale, il faut dire que collectivement, on essaye de s'adapter, d'inventer, etc. Parce qu'une des choses récentes de la biologie, vous savez que maintenant qu'on peut regarder ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire le matériel génétique, on peut calculer, par exemple pour les humains, combien il y a d'êtres humains différents possibles. Hein, on peut dire, voilà, sachant de ce qu'on sait sur le génome, bon, on arrive au fait que c'est des milliards d'êtres humains différents possibles. Ce qui veut dire que deux êtres vivants, on n'aura jamais deux êtres vivants identiques. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les êtres vivants, ils ne se reproduisent pas, ils se renouvellent. Hein, parce que se reproduire, ça veut dire qu'ils seraient... Bon, même deux jumeaux, on sait génétiquement qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Bon. Et donc, sans cesse, les êtres vivants se renouvellent, testent des petites variations, regardent si ça marche pas, etc. Et puis, le milieu évolue, donc ce qui était valable à un moment donné est plus valable à un autre moment.
Et c'est une espèce de mécanique extraordinaire depuis 3 milliards d'années pour se réinventer sans cesse avec des entités qui ne durent pas longtemps. Il faut bien se rappeler que la plupart des êtres vivants, ça vit moins d'1 an, ça pèse moins d'1 gramme et ça se déplace de moins d'1 mètre au cours de sa vie. Donc nous, on est très particuliers. Donc ces petites choses qui durent l'espace d'un instant, c'est ça qui fait la vie qui sans cesse s'est renouvelée depuis 3 milliards d'années. Là, on a vu toute la vie qui fourmille autour de nous, mais de ce que j'ai compris, la vie fourmille aussi à l'intérieur de nous. On parle aussi de microbiote, on parle aussi de différentes espèces qui sont même dans nos muqueuses, sur notre peau. Toutes ces espèces interagissent avec nous, elles font partie de nous, ou il faut vraiment les voir comme des entités qui sont séparées de nous? Ça dépend comment vous voulez vous penser. C'est-à-dire que vous avez l'information, vous venez de la donner, c'est-à-dire que à la surface de notre peau, dans nos cils, dans notre bouche, à l'intérieur de notre tube digestif, eh bien, il y a des tas d'autres êtres vivants, et on sait qu'ils sont très divers, même génétiquement. S'ils sont là, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Autrement dit, on contribue à les nourrir, mais en sens inverse, ils nous protègent. Par exemple, vous ne posez pas la question « est-ce que mon cerveau fait partie de moi ?» Or, vous savez très bien que votre cerveau, de temps en temps, fait des choses sans vous demander votre avis. Ouais. Bon, mais vous ne lui en voulez pas. Vous dites « c'est moi quand même ». Même si parfois il vous joue des tours, mais bon, par exemple, une chose extraordinaire, c'est le nombre de choses que votre cerveau décide de retenir qui servent strictement à rien. Cherchez dans votre tête, je suis sûr que vous avez en tête, par exemple, le numéro d'immatriculation de votre premier scooter, ou que sais-je, enfin des informations que le cerveau a décidé de retenir, qui servent à rien. Puis il y a des choses que vous voulez retenir, et que votre cerveau ne veut pas retenir. Donc il fait son petit bazar dans son coin, mais il fait bien partie de vous. Et effectivement, c'est la question, cette flore qui vit avec nous, en bonne intelligence, qui nous protège. Est-ce que vous décidez d'en prendre soin, en disant ça fait partie de moi, au même titre que vous prenez soin de vos muscles, de votre cœur, etc. Est-ce que vous dites c'est un organe qui m'appartient, ou bien vous dites ceux-là, je les garde parce que je ne peux pas faire autrement, à la limite, à moins de me bourrer d'antibiotiques en permanence, ce qui ne serait pas très réussi, vous verriez vite le problème. Bon. Après, je pense que mon point de vue est peut-être arbitraire, mais je le vois aussi par rapport à l'ADN. C'est-à-dire que chacune des cellules de mon corps, y compris de mon cerveau, semble en tout cas partager le même ADN que moi, que les autres cellules de mon corps. Alors que le microbiote, c'est des micro-organismes qui ne sont pas liés directement à moi. Ça, c'est un mystère de la biologie. Pourquoi les cellules d'un organisme comme vous et moi tiennent absolument à conserver précieusement leur matériel génétique? Ça peut se comprendre quand c'est des cellules reproductrices. Les spermatozoïdes et les ovules, il est normal qu'ils transmettent le matériel génétique. Donc bon, mais les cellules de votre peau, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre de conserver leur ADN? Elles vont jamais, à moins que vous décidiez de vous cloner, mais enfin bon, il y en a pour un bout de temps. Elles n'ont pas d'avenir. Oui. Oui. Alors, il y en a qui ont fait le saut, par exemple les globules rouges. Les globules rouges se sont débarrassés de leur ADN. Il n'y a plus d'ADN dans les globules rouges. Bon. Il y en a qui, au contraire, n'en ont conservé qu'une partie. Par exemple, vos cellules qui vont réagir à des maladies, donc ce qu'on appelle la réponse immunitaire, vont conserver seulement certains trucs, vont même les amplifier. Vos cellules du foie aussi changent. Donc, ce n'est pas tout à fait le même matériel génétique d'une cellule à l'autre. Mais c'est quand même un mystère de dire, et donc, moi, ce n'est pas ma réponse, mais c'est ma vision des choses, c'est que des êtres qu'on appelle des êtres organisés, c'est-à-dire constitués d'un ensemble de cellules qui sont différenciées, qui forment des organes, des tissus, etc., c'est relativement rare. La plupart des êtres vivants sont restés à l'état de cellules uniques, tant en termes de diversité que de quantité de matière vivante. Nous, on est sensible au fait qu'on voit surtout des choses visibles, mais l'essentiel du vivant, c'est rester à l'état de cellule unique. Et je me dis, ces êtres organisés, c'est encore récent à l'échelle de l'évolution, donc les cellules ont dit « Oh, soyons prudents, conservons quand même, le jour où ces espèces organisées feront des bêtises, conservons notre capacité de vivre à l'état de cellule unique, on ne sait jamais ».
D'accord. Alors, je voudrais... Et c'est pour ça que dans ce cas-là, préservez ceux qui sont à l'intérieur de vous, à l'état de cellule unique, on ne sait jamais. Je voudrais aussi revenir sur un élément, donc on l'a déjà plus ou moins abordé tout à l'heure, mais je voudrais quand même revenir dessus parce que ça me paraît un élément important et c'est aussi une des idées que veut vraiment aussi véhiculer le MOB. Pendant très longtemps, on classifiait les espèces en deux catégories, donc les nuisibles d'un côté et du coup celles qui ont un intérêt. Comment du coup est-ce qu'on devrait considérer les espèces qui nous entourent? Quel regard on devrait avoir là-dessus? Et aussi qu'est-ce qu'on doit penser en fait de cette vision très binaire des différentes espèces? Il faut déjà se dire que c'est souvent les humains qui rendent les espèces nuisibles. Autrement dit, une espèce, je vais vous donner un exemple, elle ne décide pas d'être nuisible comme ça, en disant tiens, je vais décider d'être nuisible. L'exemple le plus beau que je connaisse, c'est la maladie des légionnaires, la légionellose. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques dizaines d'années, il y avait un grand rassemblement de vétérans de l'armée américaine dans un grand hôtel aux États-Unis, et ils sont tous tombés malades. Bon. Et donc, on a cherché, et on a vu que c'était une bactérie qui s'appelle Legionella. Et les microbiologistes, donc ceux qui étudient les bactéries, ont dit mais on ne comprend pas. Des Legionella, il suffit d'aller chercher dans une mare ou même dans une rivière, il y en a plein et il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors on a compris, c'est que si vous vous baignez dans une eau où il y a des légionelles, elles sont aux surfaces de votre peau, etc. Et donc elles ne pénètrent pas, il y a des... Bon. Or là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis de l'air climatisé. On a mis de l'air climatisé, c'est-à-dire qu'on avait brumisé, vous voyez, de la vapeur d'eau. Et donc à ce moment-là, les légionelles étaient arrivées dans les alvéoles pulmonaires et pas dans le tube digestif. Et arrivée sur une alvéole pulmonaire, la légionella, elle a fait ce qu'elle avait l'habitude de faire, elle s'est multipliée. Elle fait son petit boulot de légionelle. Manque de peau, ça a donné une infection. Donc vous voyez que c'est un bel exemple qui montre en fait que c'est parfois une modification, on l'a beaucoup dit au moment du Covid, dans lequel on a dit mais c'est parce qu'on avait beaucoup détruit la forêt que des animaux porteurs éventuels de cette maladie se sont rapprochés des humains. On a des tas d'exemples de ce genre. Donc en fait, une espèce parfois effectivement pose problème parce que on a modifié l'habitat. Et c'est le problème qu'on peut avoir en agriculture aussi. Il est évident que si vous semez à une période où il n'y a pas grand-chose à manger dans les champs, si vous semez des graines et qu'il y a des animaux qui ont envie de manger, ils vont manger vos graines, quoi. Bon. Et donc, la question de dire, effectivement, il y a des choses qui nous déplaisent. Voyons comment on peut limiter, mais en n'ayant pas comme réponse, il n'y a qu'à tuer l'espèce qui nous embête. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui consiste à modifier un petit peu nos pratiques pour éviter qu'il y ait ces comportements? C'est ça qu'il faut faire passer dans la tête des gens en disant mais analysez qu'est-ce qui fait le problème avant de dire que c'est forcément cette espèce, c'est peut-être vous qui faites le problème autant que l'espèce en question. Et puis en plus, il faut regarder suivant les situations. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cas où dans un endroit donné, il y a un vrai problème. Par exemple, quand il y a eu le débat sur les renards et la rage, il y avait des endroits où effectivement il y avait des risques importants. Et pas dire l'espèce, elle est classée sur l'ensemble du territoire national comme espèce nuisible et on peut la détruire, quoi. Donc il faut... Et puis, toujours ce que je vous disais au début, ce critère d'utilité ou non-utilité, fait de dire, écoutez, toutes ces espèces, elles représentent la vie aujourd'hui sur notre planète, et est-ce qu'on ne peut pas quand même leur faire une petite place? Alors quand je dis une petite place, il y a un travail scientifique qui est assez récent, et qui a dit, regardons comment était la planète il y a 100 000 ans, donc au début où il y avait un peu d'humains mais très peu, donc tous les mammifères étaient sauvages, puisque effectivement la domestication, les premières domestications, c'est il y a 20-30 000 ans avec le chien, etc. Bon. Donc tous les mammifères étaient sauvages. On regarde aujourd'hui, on prend tous les mammifères sur la planète, eh bien il reste 4 à 5% de mammifères sauvages. Le reste, c'est soit des humains, un tiers, soit des animaux domestiques, les cochons, les vaches, les moutons, etc., 2 tiers. Donc ça veut dire que l'espèce humaine et son cortège d'animaux domestiques qu'on a domestiqués pour se nourrir, aujourd'hui c'est 95% des mammifères sur la planète.
Donc quand même la question c'est, bien sûr, on a le droit d'exister, mais sur cette planète où, comme on le disait, on est arrivé un peu tard, est-ce que quand même faire une place pour que les autres êtres vivants puissent continuer à exister, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Pour ceux qui ont écouté notre entretien et qui voudraient en apprendre un petit peu plus, est-ce que vous avez des livres à leur conseiller, y compris que vous avez écrit? Alors, il y a un livre qui s'appelle Voir la vie autrement, hein, que j'ai écrit sur la biodiversité. Un livre un peu ancien mais que j'aime beaucoup, c'est le livre de Robert Barbeau qui s'appelle Un éléphant dans un jeu de quilles. Et puis plus récemment, il y a les superbes livres de Marc-André Sellos. Donc il y en a plusieurs qu'il a écrits sur les micro-organismes, sur la biologie du sol, etc. Donc ça se lit très bien aussi. Et puis récemment, j'ai fait non pas un livre, mais une toute petite brochure qui fait 15 petites pages format tout petit, parce que j'étais un peu lassé de voir les gens, notamment quand on rencontre des hommes ou des femmes politiques, en disant la biodiversité c'est compliqué. Alors je me suis dit, bah, écoutez, voilà le petit livre, vous le mettez dans votre poche, à chaque fois que vous êtes dans le métro ou vous avez 5 minutes, vous lisez une page et vous en saurez largement assez si vous avez envie d'agir pour la biodiversité. Donc on essaye effectivement, et puis j'ai lancé là au début janvier des petites histoires audio qui s'appellent les petites histoires de la biodiversité, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Donc tous les mardis matins à 7h, on en met une nouvelle en ligne. Donc c'est des petites capsules audio de 7-8 minutes où on raconte une petite histoire de la biodiversité. Ok, eh bien on mettra ça en description. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien qui était extrêmement intéressant. Merci à vous.